Il est 21h30 à Paris, vous regardez l'essentiel sur France 24 et tout de suite c'est la question qui fâche. Avec une rentrée politique qui démarre sur les chapeaux de roue en France, face à une dette qui explose et un Parlement de plus en plus divisé, le Premier ministre François Bayrou a décidé en début de semaine d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la situation budgétaire. Ce sera le 8 septembre prochain, lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Un pari risqué puisque les partis d'opposition ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre, ce qui provoquerait automatiquement la démission de François Bayrou et une nouvelle période d'incertitude politique, avec également un impact sur la situation budgétaire du pays. Alors nos hommes politiques seraient-ils irresponsables? Préféreraient-ils jouer avec le feu en privilégiant leurs calculs partisans plutôt que l'intérêt du pays? C'est avec Dorian Dreuil que nous allons en débattre ce soir. Bonsoir. Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, directeur d'études de l'Institut Bonafide. Est-ce qu'on peut, pour commencer, parler aujourd'hui d'une vraie crise politique en France? Ou ce n'est pas encore le cas? Oh, de nos jours, la crise politique, on en sort, on y revient. Elle est devenue un peu permanente, d'une certaine manière. Elle est devenue permanente depuis 2022, précisément au moment où on a raté une chose qui pouvait être profondément bénéfique pour notre démocratie, qui était de changer de culture démocratique. Souvenez-vous, 2022, ça remonte à une éternité, à l'heure des crises politiques qui s'enchaînent, mais c'était une situation de majorité relative qui aurait pu conduire à une reparlementarisation de nos institutions, à observer de nouvelles pratiques politiques basées sur tout le champ lexical de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire le compromis, la coalition, le contrat de gouvernement, le débat. Et depuis 2022, on a eu tout sauf cela. On a eu, au contraire, on a plutôt le sentiment d'une dégradation de toutes les formes de vitalité démocratique, de démocratie parlementaire, de démocratie sociale, de démocratie associative, finalement précisément presque l'inverse d'un renouveau démocratique et d'une nouvelle manière d'envisager le pouvoir. Et 2024 et la dissolution de l'Assemblée nationale a accéléré ce phénomène-là. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est de voir un peu la responsabilité des hommes politiques, de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui sont dans l'opposition. À propos de François Bayrou, tout d'abord, le fait qu'il demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale alors qu'il sait qu'il risque très fort de le perdre, est-ce que c'est un acte courageux, selon vous, de sa part, ou bien plutôt suicidaire, ou bien alors encore, est-ce que c'est un coup politique? On pourrait dire que de nos jours, qualifié de courage, de suicide ou de coup, ce qui se passe dans le champ politique relève plutôt de la politique fiction qu'autre chose. En réalité, ce qui est surprenant dans la période, c'est que on fait fi de ne pas voir que la fin du film était écrite à l'avance. On connaît le générique, même quasiment. C'est-à-dire que on sait qu'en situation de majorité relative, en l'absence de coalition plus élargie, en l'absence de débat sur la question notamment budgétaire, le vote du budget était condamné à ne pas aller à son terme. Parce qu'il y a quelque chose qui relève presque de la tradition, voire de la praxis politique sous la Ve République, qui fait que quand vous votez un budget, vous appartenez à une majorité, et quand vous votez contre, vous réaffirmez votre appartenance aux oppositions. Donc, en réalité, dans tous les cas, on savait que cette rentrée, elle était placée sous le risque de la chute du gouvernement Bayrou. Mais pour qu'il y ait débat, il faut que toutes les parties aient envie de faire ce débat. Les oppositions, et ça va du Rassemblement national à LFI en passant par les socialistes, ont déjà assuré qu'elles ne donneraient aucune confiance au gouvernement de François Bayrou. Est-ce qu'elles agissent, elles aussi, de cette manière en irresponsable? En tout cas, personne n'agit de manière à rentrer pleinement dans un fonctionnement de démocratie parlementaire. C'est-à-dire que tout le monde se réfugie derrière le fait de dire en France, on n'a pas cette culture démocratique, on n'a pas cette culture politique, on a une culture où pour pouvoir bien gouverner et avoir une bonne gouvernance, eh bien, il faut avoir une majorité absolue et avoir raison tout seul, tout le temps, pendant 5 ans. Ou être dans une opposition et s'opposer en permanence pendant 5 ans. Ce raisonnement binaire, il est
confortable. Il est confortable devant les électeurs, mais il ne correspond pas aux nouvelles exigences démocratiques de la société qu'on mesure dans l'opinion. On mesure enquête après enquête une volonté de voir de nouvelles formes de démocratie, de voir aussi de la coalition et de voir surtout de la démocratie parlementaire. Et au fur et à mesure qu'on mesure cette attente de la société, il y a un autre phénomène qu'on mesure, qui est celui que moi je qualifie de démo-anxiété, c'est-à-dire de sentiment que notre démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait le faire, ne fonctionne pas comme elle devrait être. Ce qui, d'une certaine manière, un peu inquiétant pour nos institutions et notre système politique, c'est-à-dire de voir qu'on n'arrive pas à avoir un fonctionnement démocratique que tous les autres pays européens ont autour de nous. Mais c'est parce que tous ces politiques, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, sont tous dans le calcul électoral, c'est dans la stratégie et que personne finalement n'est disposé à faire des compromis. Tout le monde a déjà en tête les municipales, la présidentielle. Alors, tout le monde a déjà en tête surtout la présidentielle. Et effectivement, vous avez raison, on a un enjeu de déprésidentialisation de notre régime où on est dans une relation presque toxique avec l'élection présidentielle en réalité. C'est-à-dire que dès qu'elle est passée, on pense à la suivante. Et toute la vie politique et médiatique se structure autour de ce scrutin. Si bien qu'on en aurait presque oublié comment fonctionnent toutes les démocraties parlementaires autour de nous, où elles fonctionnent pour la plupart sans drame. Avoir une majorité relative, devoir construire une coalition gouvernementale, mais c'est d'une évidence absolue tout autour de nous. Et pour certains régimes, depuis plusieurs décennies ou centaines d'années, c'est ancré comme un mode de fonctionnement naturel. On aurait pu avoir ce fonctionnement-là, nos institutions actuelles le permettent, mais effectivement, comme vous le dites, il y a dans maintenant près de 2 ans un scrutin qui est l'alpha et l'oméga de toute réflexion de stratégie politique. Cette non-culture du compromis en France, elle n'est pas dans l'intérêt de notre pays, notamment au vu de la situation économique actuelle. Cette instabilité, elle coûte quoi à la France exactement? Est-ce qu'elle peut coûter aussi aux électorats des différents partis? Oui, c'est ce qui risque d'ailleurs de coûter le plus cher. C'est cette dégradation de la confiance des citoyens dans les institutions et dans le personnel politique. Il y a une étude qui fait plutôt référence là-dessus, c'est l'enquête du Cevipof qui, en février de chaque année, mesure en quoi la société a confiance. Et elle le fait depuis 15 ans. Et cette année, en 2025, on est entré dans une ère de la défiance et la méfiance généralisée envers les institutions qui atteint son niveau le plus bas. Et donc, à force, on risque de creuser un fossé qui sera difficile de combler dans les années à venir. Les Français, dans tout ça, ils sont conscients qu'il y a un problème économique en France actuellement, mais à ce stade, chacun pense que ce n'est pas à lui de payer. Selon un sondage IFOP, 63% des Français interrogés se déclarent favorables à une nouvelle dissolution. Est-ce que là aussi, il n'y a pas aussi une part de responsabilité de la part des Français? Cette volonté de dissolution, elle dit quelque chose. D'une certaine manière, elle dit que il y a la conscientisation dans la société que même si le gouvernement de François Bayrou tombe dès le 8 septembre, il n'y a pas de solution politique pérenne. Et donc, quand on est dans une forme d'impasse à comportement constant, en tout cas, il y a une solution, c'est de retourner aux urnes pour espérer une clarification. Est-ce que cette clarification aurait lieu? Est-ce que des majorités plus larges se dégageraient? Sûrement si on avait eu un débat qui est celui du mode de scrutin et qui est celui de l'élection proportionnelle, qui est souvent couplé à la démocratie parlementaire. En tout cas, dans tous les pays européens et tous les pays de l'Union européenne et tous les pays qui nous entourent, c'est ou un mode de scrutin proportionnel ou un mode de scrutin mixte entre proportionnel et scrutin majoritaire qui prédomine. Et en fait, les quelques mois qui se sont écoulés auraient pu servir à ça, justement, auraient pu servir à avoir un débat très large dans la société sur
la manière dont on envisage nos institutions, notre rapport au pouvoir, notre rapport aux politiques, notre manière de vouloir faire société et de refonder, rebâtir notre démocratie. Et ces derniers mois n'ont pas permis d'avoir ce débat-là. Maintenant, sur la question de la responsabilité, c'est toujours délicat peut-être de faire peser sur les citoyens la charge de l'incapacité du personnel politique aujourd'hui à changer de culture démocratique. Vous l'avez dit, tout converge vers la présidentielle, tout converge vers le président. Ce sera ma dernière question rapidement. Certains, comme Jean-Luc Mélenchon, accusent Emmanuel Macron d'être le premier responsable finalement de cette impasse que l'on vit actuellement. C'est lui qui a dissous l'Assemblée nationale il y a un an. Est-ce qu'il a encore les moyens de reprendre la main et pourquoi faire ? C'est-à-dire qu'il a encore les moyens, en tant que garant de nos institutions, de créer les conditions d'une véritable démocratie parlementaire. Pour cela, ça suppose deux qualités importantes. Ça suppose de la confiance et de la patience. La démocratie suppose de la patience. Quand vous regardez notamment nos voisins allemands ou d'autres régimes qu'on peut observer, il faut parfois plusieurs semaines pour s'accorder sur un accord de gouvernement. C'est ce qui est le préalable pour jeter les bases de trouver des voies de compromis qui ne veut pas nécessairement dire du consensus, mais en tout cas trouver un contrat du gouvernement avec un planning de réforme, un calendrier, une méthode et des modalités. Mais pour cela, il faut pouvoir se laisser du temps. Et on a l'impression que le calendrier électoral et politique français et le calendrier que s'imposent eux-mêmes les responsables politiques ne permet pas toujours ce temps. Donc si Emmanuel Macron, en tant que président de la République et chef de l'État, voulait converger dans ce sens-là, eh bien, il faudrait imaginer une autre méthode pour faire dégager une coalition au sein de notre Assemblée. Merci beaucoup Dorian Dreuil d'avoir répondu à la question qui fâche. Restez avec nous tout de suite, vous retrouvez Khalid Houssi pour le Journal de l'Afrique.